Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. La semaine dernière a été extrêmement riche en attaques de drones contre un petit peu tout type de cible. Nous avons vu des attaques de drones revendiquées de la part des Ukrainiens contre des bases en Russie. Nous avons vu également des attaques et des frappes russes vers l'Ukraine. Mais ce qui a été beaucoup moins mis en avant dans la presse, même la presse spécialisée, c'est l'attaque qui a eu lieu à Eilat, dans le sud d'Israël, qui a failli coûter à la marine israélienne sa toute dernière frégate, les Sa'ar 6, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, qui a vu un drone de fabrication iranienne, tiré depuis l'Irak, venir impacter un bâtiment situé à quelques mètres seulement de cette Sa'ar 6, pourtant réfléchi pour amener le fameux dôme de fer à la mer. Si l'armée israélienne, réputée mondialement pour ses capacités de protection de son espace aérien, a failli perdre une de ses frégates les plus modernes, je pense qu'il y a 2-3 leçons intéressantes à tirer de cet événement. Et comme nous disposons des images, du BDA, du Battle Damage Assessment, contrairement aux frappes qui ont eu lieu en Russie ces derniers jours, nous allons pouvoir essayer de débriefer tout ça. C'est ce que je vous propose juste après le jingle. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de notre prochaine expérience, le stage à Fuerteventura qui aura lieu fin janvier de l'année prochaine. Étape finale recherchée, dépassement de soi, leadership, followership. Avec une multitude de mises en situation, nous allons mixer challenge physique, challenge théorique, challenge pratique, avec la participation de toute l'équipe débrief et bien sûr de Pat que vous allez apprendre à aimer. Rendez-vous sur le site web pour en savoir plus, il y a très peu de classes disponibles. Pour commencer, un tout petit peu de contexte géographique. Vous connaissez Israël, le sud d'Israël donne sur la mer Rouge. Il y a une station balnéaire extrêmement touristique du nom de Eilat, 52 791 habitants au dernier recensement. Fondée en 1952, elle donne sur le désert de Negev, où se trouve d'ailleurs la base militaire de Ofda, 40 km plus au nord, avec 2 pistes, 2600 et 3000 mètres, fondée en 1981 et qui abrite l'unité de Raider, les agresseurs, ceux dans l'armée israélienne qui servent à entraîner les unités conventionnelles. Il y a un nouveau terrain, le terrain de Ramon, qui est maintenant à 18 km au nord de Eilat, 3600 mètres, une piste beaucoup plus longue qui permet à des aéronefs de venir pour remplir cette station balnéaire, extrêmement réputée en termes de plongée sous-marine, et l'ouverture a été faite par Ryanair, qui arrivait de Pologne en 2019. Alors pourquoi des Polonais veulent aller dans cette station ? Vous êtes au bord de la mer, il fait 40 degrés d'été, la mer est à 26 degrés, et c'est un petit peu comme la Bretagne, il y pleut 28 mm d'eau par an. Alors si vous regardez les chiffres pour Brest, c'est plutôt 1000, donc c'était un peu une blague, mais la ville est jumelée avec Antibes, avec Los Angeles, avec Yalta, avec Ushuaia, avec Acapulco, bref, vous avez compris l'esprit qui règne à Eilat. Il y a néanmoins une base militaire depuis 1951 et toutes les opérations en mer Rouge y sont commandées depuis que la marine israélienne s'est retirée de Sharm el-Sheikh, c'était en 1981, après avoir rendu du territoire à l'Égypte. Donc c'est une zone très touristique, avec beaucoup de navires, avec beaucoup de tourisme qu'il faut forcément protéger. Et depuis maintenant plusieurs mois, c'est également une zone qui sert de point d'appui, de fer de lance pour la protection d'Israël, car lorsque les Houthis, Ansar-Allah, leur vrai nom, remontent avec des drones, avec des missiles de croisière, ça remonte du sud de la mer Rouge, ça remonte comme ça toute la mer Rouge jusqu'au nord de la mer Rouge, qui est, vous l'aurez compris, le sud d'Israël. D'un point de vue contexte géopolitique, ces derniers jours, cela a été très tendu. Pourquoi ? Parce que quelques heures seulement après cette frappe de drone, les Israéliens ont tapé en Syrie, ont tapé la capitale, Damas, un bâtiment situé entre d'un côté l'ambassade iranienne, de l'autre côté l'ambassade canadienne. La destruction de ce bâtiment a fait à minima 5 morts, dont 3 généraux des gardiens du corps de la Révolution,
qui sont un petit peu une branche militaire spéciale des Iraniens, qui sont très présents en Syrie, très présents autour d'Israël, qui ne leur veulent pas que du bien, mais également présents au Yémen. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité de ces derniers jours, les forces israélites sont en alerte, les Américains également, car ils s'attendent à une riposte suite à la destruction de ce bâtiment et à la mort de ses généraux iraniens. Revenons sur la SAR 6. C'est environ un demi-milliard de dollars pièce, ils en ont 4, 1900 tonnes, 90 mètres, 70 personnes à bord. Donc ne confondez pas ça avec les frégates de premier rang, par exemple françaises, où vous êtes au-dessus des 6000 tonnes. Là, nous sommes sur de la petite frégate, néanmoins extrêmement bien armée. Pourquoi? Car elles ont un radar actif, elles ont le fameux Auto 76, dont nous avons pas mal parlé ces derniers temps, mais elles ont 16 VLS, donc des lanceurs verticaux pour des missiles Barak 8, qui ont une bonne charge militaire, qui peuvent porter à plusieurs dizaines de kilomètres, mais surtout 40 lanceurs pour le C-Dome, la version du dôme de fer maritime qui permet d'intercepter des roquettes, des obus de mortier ou des missiles. Ils sont également équipés de manière à pouvoir attaquer d'autres navires. Donc vous êtes sur un petit vaisseau qui va pouvoir néanmoins avoir un énorme impact militaire, car sur le papier, comme ça, ça a l'air quand même mieux équipé que la plupart de nos frégates, faut être franc. Ils leur ont donné des noms intéressants, défense, courage, indépendance, victoire, et elles ne sont pas fabriquées en Israël, elles sont fabriquées par les Allemands. Maintenant, quand une frégate est hackée, elle n'est pas forcément armée de la même manière que quand elle est en mer. Vous avez des personnels qui est permissionnaire, elle n'est pas active, ses systèmes de combat ne sont pas forcément actifs et elle dépend de la défense de zone, de la défense de points mise en place pour protéger le port. Et ce que l'on sait actuellement sur le drone qui a tapé, c'est que c'est un drone de fabrication iranienne, qu'il s'agit d'un très sérieux accident d'après le porte-parole, l'amiral Hagari des forces de défense israéliennes, et qu'il était envoyé par la résistance islamique présente en Irak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce drone a parcouru plus de 500 km, car c'est la distance qui sépare la frontière irakienne de la ville d'Elat, dans le sud d'Israël. Ça veut également dire qu'il a dû traverser l'Arabie Saoudite, qu'il a dû traverser d'autres nations, et qu'il a réussi à atteindre ce port militaire d'importance quand même majeure pour les Israéliens, sans être détecté, sans être intercepté, alors que ces derniers mois, nous avions vu des interceptions avoir lieu par des F-35 israéliens en l'air, donc il y a probablement de la défense aérienne en l'air, et malgré toutes ces couches de protection, le bâtiment a été tapé, il s'est fallu que d'un cheveu pour que la frégate ne soit pas touchée. Il est à noter qu'en termes de navigation, il y a du relief autour de Eilat, avec notamment des sommets à plus de 800 mètres. Il y a donc une navigation très précise à réaliser pour le drone, et la phase d'attaque finale a peut-être été facilitée par des recherches effectuées en Iran il y a maintenant plusieurs années. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 2022, les Iraniens ont communiqué sur un exercice Zogfalgar 1401, où on voyait ces images absolument incroyables qui, vous l'aurez bien compris, recréer une fausse base navale de Eilat avec le bâtiment, et vous voyez les drones tirés depuis la mer par les navires iraniens venir taper ce même bâtiment. Alors pourquoi habituer les drones à détecter ce bâtiment et taper dessus et ne pas taper la frégate? Je n'ai pas la réponse. J'ai néanmoins un biais, j'ai envie de vous dire, occidental, otanien. Peut-être qu'ils avaient un état final recherché différent. Peut-être qu'ils voulaient montrer leur capacité, forcer une posture défensive constante qui fatigue énormément les défenseurs, sans pour autant couler un bateau israélien, ce qui aurait sûrement entraîné des réponses disproportionnées par rapport à ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui vient accréditer cette thèse? Car je vous rappelle que depuis octobre dernier, il y a eu une multiplication des attaques contre les forces militaires en Syrie, en Irak, que les Américains ont fini par réagir après une centaine d'attaques et quelques décès du côté américain, et que cette réaction a quand même calmé les factions qui s'en prenaient à eux. Donc il y a peut-être cette volonté d'agacer, comme on dit en anglais, on parle d'agasex dans l'exercice militaire, je viens, je vous fatigue, je vous use, mais de ne pas passer un certain seuil d'efficacité militaire pour limiter la réponse qui sera faite contre vos installations. Donc en définitive, cet événement nous ouvre les yeux, nous rappelle que même un pays qui a un petit territoire, qui est ultra militarisé, qui est en guerre à l'heure actuelle, n'arrive pas à protéger ces HVU, ces High Value Unit, quand elles sont au port. Un navire est fait pour être sur le qui-vive, prêt au combat en mer. Un avion de chasse est fait pour être efficace dans son domaine, dans l'aérien. Et au-delà de l'Ukraine, déjà, il y a plus de 18 mois, nous disions que nous voyons clairement ces dernières années une évolution du combat avec des adversaires beaucoup plus malins qui ont compris
quels sont les talons d'Achille de ces matériels à $1,5 milliard et que personne ne va essayer d'aller vous attaquer dans votre zone d'excellence. Ils ne vont pas essayer d'aller les chercher en mer, ils vont les attaquer à quai. Et à quai, ces navires ne peuvent se défendre. Même John Rambo doit dormir la nuit. S'il est tout seul, il peut être attaqué dans son sommeil. C'est exactement ça le concept. Si vous n'avez pas mis en place un périmètre de sécurité assez étanche, vous serez pris à un moment où vous n'êtes pas prêt. Et c'est toute la difficulté de cet investissement, de cette préparation, et nous devrions prendre des notes avec un grand événement international qui se prépare sur notre territoire. Cela nous rappelle la difficulté de maîtriser complètement l'espace aérien, et cela nous amène donc vers un art opératif, vers un art de la guerre qui, pour être efficace, doit encore plus qu'avant miser sur l'anticipation, et l'anticipation, c'est le renseignement, car pour déjouer une attaque comme ça, ce n'est pas dans la dernière ligne de défense au niveau du quai que cela va se jouer dans le futur, mais cela va être avant même le tir du drone, ce qui promet des carrières extrêmement passionnantes dans le renseignement, qu'il soit humain ou technologique. Car c'est bien d'intercepter des messages, c'est mieux de pouvoir, avec une boucle de temps extrêmement courte, comprendre ce que prépare votre adversaire et gêner leur plan. Et l'on voit clairement une évolution de l'art opératif à venir dans les forces occidentales dans les prochaines années. À bientôt sur la chaîne, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans votre entreprise en conférence. Fly safe.